Un jour, quelque chose de grave s'est produit dans leur vie. Et faute d'encadrement familial et de structure d'accueil, ils se sont retrouvés, parfois malgré eux, dans la rue. Ce sont les malades mentaux errants. Nous les voyons chaque jour dans les rues de nos villes et campagnes et nous les traitons avec mépris et dédain. Et pourtant, ce qu'ils vivent aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons le connaître demain parce que certains d'entre nous sont des fous qui s'ignorent. Parce qu'il suffit parfois d'un rien pour que le destin nous tourne le dos et bascule du mauvais côté. Le reportage que nous allons vous proposer aujourd'hui va aborder deux sujets. D'abord, il sera question d'expliquer le processus qui conduit les malades mentaux à l'errance. Ensuite, nous allons vous proposer un document inédit qui a nécessité près de 12 mois de tournage. C'est le dur et long chemin qui a conduit un groupe de malades mentaux errants vers la guérison et la réinsertion. Voici, sans plus attendre, Moi, fou, jamais. Généralement, on est porteur d'une maladie qui a présenté des difficultés dans le traitement, parfois parce qu'il n'y avait pas le spécialiste pour traiter, parfois parce que la famille n'était pas informée que la maladie est traitable, parfois parce que la superstition ou les croyances ont fait penser qu'il s'agissait d'un phénomène mystique. À ce moment, le malade entre en conflit avec son milieu, met son milieu en échec et malheureusement se retrouve dans la rue. Et ce qui est très intéressant, c'est de dire que dans cette rue, donc, nous trouverons plusieurs malades mentaux, mais que chaque malade mental est une entité spécifique et parfois est porteur d'une maladie. Il s'agit donc d'une population hétérogène, chacune des personnes portant son problème psychologique, portant sa maladie, mais se retrouvant dans un statut commun de malade mental errant. Ça pose le problème de prendre dans cette population des gens marginalisés, exclus, un problème de poser le diagnostic, le diagnostic social, comment il est arrivé là, avec quel problème, et traiter la maladie spécifique, fût-elle une dépression, une schizophrénie ou autre chose, et alors organiser avec cette famille, ancien milieu où il vivait, comment éventuellement il pourrait rentrer et se réinsérer. Se réinsérer, le mot est lâché. C'est la difficile mais noble mission qui attend les membres du projet pilote de l'hôpital Jammeh de Yaoundé. Un projet qui consiste à conduire une trentaine de malades mentaux errants vers la guérison. Il faut comprendre rapidement que tous cela, comme vous les voyez, ont des pathologies différentes. Les premiers jours, nous allons essayer de comprendre leur maladie et trouver les traitements adaptés. Ce sera donc une approche qui intégrera l'approche psychiatrique, les psychiatres seront là, mais il y aura les psychologues, il y aura les sociologues et puis il y aura l'assistance sociale pour commencer à préparer la réhabilitation. Ils ne pourront jamais être réhabilités si on ne prépare pas la famille à les accueillir. Et si on le peut, il faudra envisager des projets de réhabilitation sociale et professionnelle, c'est-à-dire une activité qui permet au sujet, quelle que soit l'activité, même si c'est le balayage de la cour, mais de se sentir utile à la communauté dans laquelle il s'est inséré. L'expérience pilote de Yaoundé nous permettra de voir comment développer. Donc le centre, le service de psychiatrie de l'hôpital Jammeh nous donne un espace juste pour le projet. C'est un espace qui permettra d'avoir une population d'hommes, une population de femmes séparées. Il y aura une équipe particulièrement affectée à cette activité. Ce sera une équipe qui renforce l'équipe existante à l'hôpital. Et il y a un budget voté par l'État, le gouvernement, un budget logé au ministère de la Santé pour cette approche intersectorielle. Nous pensons que cette expérience que j'appelle encore pilote nous permettra de développer et de repliquer le système au niveau provincial pour en faire un projet national. Je suis parti sans dire moi à personne. Qui a dit ça? Viens avec nous alors. Il n'y a pas si longtemps, ces malades mentaux erraient dans les rues de Yaoundé. Aujourd'hui, ils sont encadrés.
Comme vous pouvez le constater sur ces images, il est question pour l'équipe médicale de donner un look plus humain aux nouveaux locataires. Pendant des mois, le docteur Félicien Tonnet et son équipe vont tenter ce qu'on appelle la révolution psychiatrique, c'est-à-dire la psychiatrie de la renaissance et de l'espoir. Celle qui consiste à redonner aux malades mentaux leur dignité perdue. Habitués à vivre en toute liberté dans la rue, les malades découvrent l'implacable discipline asilaire dans ce cabanon inadapté de l'hôpital Jamou de Yaoundé. Il y a 2 chambres des femmes et la grande, et 2 chambres pour les hommes et la grande salle. Donc il y a 4 femmes dans une salle et 7 dans une autre salle. Le ménage, c'est tous les jours. En principe, le ménage, c'est tous les jours. Et le ménage est fait par les malades eux-mêmes et des fois assisté par des personnels parce que de plus souvent, à cause des effets des médicaments, ils sont très faibles. Quand on constate qu'ils perdent tout le temps, on les assiste. Comme tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui avons complété. Ils ont commencé et nous complétons. Donc c'est eux-mêmes qui font le ménage. C'est vrai que nous avons une dame qui nous assiste pour préparer. Dès le début, c'était des cuisiniers qui préparaient, mais de plus en plus, au fur et à mesure, depuis 2 mois, et parmi les 16 femmes que nous avons là, on fait un emploi de temps tous les jours. Il y a 2 femmes qui assistent la cuisinière. Nous avons une grande bain pour tout le monde, là où on change les habillements, c'est tous les 2 semaines. Mais chaque malade, systématiquement, se lave tous les 3 jours, au moins 2 fois par semaine. Et alors pour tous les 2 semaines, il y a une grande bain où nous changeons tous les habillements. Aussi. Le rythme de la vie à Jamou est souvent ponctué par des prises quotidiennes de médicaments. Condition sine qua non pour avoir droit à un plat de nourriture. Pour ces malades mentaux, les jours se suivent et se ressemblent. À peine sont-ils troublés par quelques crises violentes auxquelles l'équipe médicale met fin par une forte dose de l'arcatil. Parfois aussi, certains malades sont punis sévèrement. Bonnet, bonjour. Tu as bien dormi? Non. Lui, il mange trop. C'est peut-être l'effet des médicaments, mais il a une particularité que dès qu'il finit sa nourriture, il arrache pour les autres. Et aussi, il a son comportement
son habitude avec les sels. Quand il fait les sels, soit il mange, il consomme lui-même, ou bien il fait des dessins sur le mur avec les sels. Ça fait que ce n'était pas normal à lui garder avec les autres malades. On lui a donc mis à l'écart. Beaucoup de ces malades, et surtout ceux qui ont passé tout leur temps à manger dans les poubelles, donc ils ont développé une certaine résistance. Voilà. Et donc c'est pour ces raisons qu'il est apparemment en santé, mais vous et moi, c'est inadmissible, vous ne pouvez pas supporter ça. Donc il a développé une certaine résistance au cours des années. Dès qu'ils sont dehors ici, la toute première chose, c'est chercher des poubelles. Même avec une plaque de la nourriture à main, il va d'abord chercher les poubelles. Mais sinon, je pense que ça se corrige un peu parce que depuis 2 semaines, un bon jour, on est arrivé pour donner les soins. Il nous dit qu'il y a trop de sel au mur. Ces sels viennent d'où? On lui a donc dit que c'est vous sel. Mais il ne croyait pas. Et après, il nous a demandé un seau pour mettre le sel. Donc c'est vrai que cette habitude pour utiliser le seau n'est pas encore bien adaptée. Mais ça, c'est déjà un début de l'amélioration de sa condition. Quand tu vas faire les sels, prochainement, tu vas faire comment? Le seau était là. Le seau était là-dedans. Maintenant, tu vas désormais utiliser le seau. Tu ne mets plus au mur, n'est-ce pas? C'est ce que tu nous as promis, n'est-ce pas? Oui. D'accord. 4 mois après le lancement de ce projet pilote, Félicien Tonnet, bien que satisfait des résultats déjà obtenus, ne manque pas de lancer un appel à la société et aux familles. 10 à 8 familles. Je dis 10 à 8 parce que les familles arrivent et disparaissent. Nous avons eu 2 décès dans des conditions hospitalières, c'est-à-dire de suite de maladie. Et puis nous sommes encore avec une population faite d'étrangers, de Centrafricains, de Nigérians, une population faite d'extradés de France, d'anciennes prostituées, une population faite de clochards qui, à vrai dire, n'ont pas de maladie en tant que telle, mais ont des problèmes sociaux majeurs et ont certainement eu des conflits avec leurs familles qui les ont mis dans la rue. C'est une difficulté majeure parce qu'au-delà du traitement qui améliore leur souffrance psychologique, il reste quand même cette réhabilitation psychosociale comme grosse difficulté. On ne peut pas soigner un être humain s'il n'y a pas la collaboration de sa famille, notamment dans cette catégorie de souffrance. C'est une souffrance qui affecte le corps, c'est ce que nous voyons, ils sont délabrés et tout, mais elle est mentale et profonde parce qu'elle désorganise la personnalité, l'estime de soi, etc. Mais c'est une souffrance sociale parce qu'il y a comme une exclusion, comme une marginalisation, et pourtant il s'agit d'un être humain en situation de vulnérabilité. Nous devons intégrer toutes ces approches-là avant de prescrire la démarche thérapeutique. L'un des objectifs de l'équipe médicale étant de créer un environnement susceptible d'annuler l'isolement affectif de ces malades, Félicien Tonnet organise régulièrement des séances de causerie publique avec eux. Mon malheur provient de mon père et de ma mère pour la naissance. Qui s'appelle qui? Il s'appelle Condré. Condré Fassi. Condré Fassi. Ils sont de l'ouest. Oui. De Tchang, de Bamjou, de Bandombo. Ils sont qui sont membres de ce genre qui donnent les maladies aux gens. Qui distribue les maladies aux gens pour devenir les fous comme moi. Bon, Pipo, la dernière fois, tu n'étais pas prête à partir. Moi, je suis allé voir la tante et elle est venue te rendre visite. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête à partir à ça? Oui. Bon, mais pourquoi la dernière fois, tu avais peur de partir? Qu'est-ce qui a fait que tu changes maintenant? Essaye de parler, Pipo. Tu nous expliques parce que c'est demain que tu sors. J'avais peur qu'on allait me refuser.
Nicole, vas-y Nicole, on voudrait, tu sais, tu as eu ta famille qui est venue te voir après une très longue période d'absence. Maintenant tu vas rentrer en famille. Comment tu te prépares à rentrer en famille, Nicole? Bien, je me prépare bien. Disons, je n'ai pas de problème. Toi, rappelle-moi ton nom. Guylaine Vogel. Hein? Guylaine. Guylaine? Oui. Mais Guylaine qui? Vogel. Vogel, tu sais que dernièrement tu as eu un bébé. Et quand je t'ai trouvé en ville, tu n'étais pas à côté de la maison qui est en Siméon, c'est ça? Oui. Maintenant, ton bébé est où? Ton Mon bébé est à Damas. Est-ce que tu sais, tu as des nouvelles de ton bébé? Puisque je suis bloquée, je n'ai pas de ces nouvelles. D'accord. Est-ce que tu as eu de la visite depuis ici, depuis que tu es là? Depuis que je suis là, je n'ai pas eu une visite concrète. Et qui s'occupe de ton bébé? Mon bébé, Oui. c'est mes copines. Tu as leur nom, tes copines? Oui. Il faut me donner leur nom parce que je vais les chercher. Madeleine Tebila. Et qui? Et son frère. Avant de tomber malade, tu avais déjà donné un nom ou un prénom à ton bébé? Non. Tu as accouché où? J'ai accouché ici à l'hôpital de la Caisse. À l'hôpital de la Caisse? Oui. Qui t'avait accompagné à l'hôpital? C'était la maman et des jeunes garçons du village. Et la maman s'appelle qui? Elle s'appelle Françoise Mucheyo. Elle habite souvent où? Elle habite souvent à Siméon. Elle habite à Siméon. Tu penses qu'elle peut être en Siméon maintenant? Non. Elle est où? Elle s'est suicidée. Elle s'est? Suicidée. Elle souffre beaucoup. Elle s'est suicidée? Oui. Il y a longtemps? Il n'y a pas très longtemps. Donne alors ton nom et tu donnes l'endroit où est ton village sur la route de Bachenga. Administrativement et politiquement, je suis à Wano-Jules. Oui, ça j'ai compris. Mais ton village est à quel endroit? À Wano-Jules, j'habite 4 km et des mètres après au bas. Sur la route de? Mais au Bala Bachenga. Au Bala Bachenga. À gauche. Tu souhaiterais qu'on aille dans la famille bientôt? Parce que tu es resté à Yaoundé trop longtemps dans la rue. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le bon moment pour rentrer en famille maintenant? Pour moi, n'importe quand je fais. Mon ami de France, toi tu ne dis rien. Si c'est mon oncle, vous m'a ramené chez mon oncle. Alors ton oncle s'appelle qui? Tu as caché le nom? Non, j'ai passé les coordonnées au docteur. Mon mari ne vient passer beaucoup sale. Mon mari ne viendrait jamais me chercher. Donc vous m'a ramené chez mon oncle. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, le niveau de communication, la relation avec les malades a beaucoup progressé. Et les malades qui hier ne nous présentaient pas leur nom, qui ne désignaient pas leur famille ou leurs adresses, le font spontanément. Nous allons donc débuter à partir de demain un premier mouvement de sortie en direction des familles. Il y a un travail de préparation de ces familles à attendre ces malades qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Certains ont déjà eu ce travail et nous constatons que pour des personnes qui étaient dans la rue, sans adresse et sans référence, aujourd'hui nous pouvons avoir un bon contact, même si physiquement et mentalement il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de progrès. Certaines familles, directement ou indirectement, se sont manifestées et nous sommes en train de faire une évaluation positive d'une prise en charge, malgré les difficultés, parce que c'était une expérience pilote. Nous pensons que de plus en plus nous irons vers une systématisation de ce travail qui consiste à partir du statut du malade mental errant vers le statut du malade d'abord et peut-être de la personne insérée dans la société. Sa mère vit à l'étranger, elle vit en France, il quitte le Cameroun très jeune, avant l'âge de 10 ans. Il va être confronté à l'éclosion des phénomènes de l'adolescence, loin des siens, et à côté d'une mère qui n'est pas toujours très disponible. Il se retrouve donc, malgré la formation qu'il peut suivre, parce qu'il fait une formation en réalisation dans l'audiovisuel, dans les bandes, dans la drogue, dans la délinquance, avec des crimes légers, mais progressivement importants, parce qu'il va se retrouver dans la prison, et la sortie de la prison va en faire
un cas stigmatisé et peut-être d'ailleurs un retour assez précipité vers le Cameroun. C'est ça l'histoire de Noah. Quand Noah revient au Cameroun, il va souffrir de l'acceptation. D'abord de son image de quelqu'un qui est revenu en situation d'échec, de ce qu'il a amené une fiancée européenne qui découvre sa réalité, assez médiocre par rapport à ce qu'elle croyait, et d'une difficulté à s'insérer dans sa famille qui l'attendait autrement. Chemin faisant, Noah continue à être toxicomane et va avoir des troubles du comportement qui vont l'amener à s'exclure du milieu familial, d'abord à Monatélé, ensuite chez les tuteurs à Yaoundé, et lorsque toutes ces exclusions sont mises ensemble, la marginalisation s'installe et il va errer dans les rues de Yaoundé. Il a été agressif à l'occasion de ces troubles du comportement avec la prise de substances, notamment la drogue. Mais il a essayé de tout faire pour se battre, mais la toxicomanie, les échecs, la dépression et l'histoire d'un passé délinquant vont se mélanger et l'exclure. Il ne pourra plus vivre dans une famille, il se retrouve dans la rue. Parce qu'il doit suivre la procédure. À Jamon, Noah a suivi pendant 5 à 6 mois un traitement aux psychotropes. Et aujourd'hui, il s'apprête à rentrer en famille chez son oncle à Monatélé, à environ 70 km de Yaoundé. Nous sommes en train de l'accompagner en famille pour qu'on puisse voir avec la famille comment préparer sa réhabilitation psychosociale. Je suis content, tout à fait content de sortir aujourd'hui. Et le peu de temps que j'ai passé ici m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même. C'est pas que ça me fait peur, c'est ça peut-être une surprise aussi de ma part, de savoir ce que ma famille ressent que j'ai passé un séjour dans un centre psychiatrique. Et je ne sais pas du tout comment ils vont penser, comment ils vont recevoir ça. Le projet, c'est déjà de m'insérer dans la société camerounaise, tel que tout jeune Camerounais. J'avais une femme en France, des enfants non, mais une femme oui, qui m'a rejoint ici au Cameroun d'ailleurs, dans les 2 premières années que j'ai passées, et qui est repartie, une Française, qui est repartie chez elle. Après le dernier repas au cabanon de Jamon, Zachary Noah, avant de partir, reçoit les derniers conseils, les dernières prescriptions. C'est un moment qui t'aide à garder ton humeur stable pendant qu'on réfléchit. Mais comme on t'a dit, même si tu es à Monatélé, on reste en contact avec toi. On te visitera souvent et tu auras nos contacts. Hein, et puis on pourra voir s'il y a des projets d'activité. Mais comme tu es penché sur l'agriculture, n'oublie pas ce que tu m'as dit. Voilà, c'est ça. Voilà, nous sommes dans le cadre de la prise en charge de tous les malades que nous trouvons dans la rue. Et notre objectif, c'est que on ramène la personne à la société. La première société, c'est la famille. La deuxième société, ce sera Monatélé. La troisième, ce sera la Laitier. Et la grande société, ce sera le Cameroun. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas faire de grandes promesses, mais il était déjà une grande chose d'enlever cet enfant qui dormait dans la rue, de le ramener en famille. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'excellent boulot que vous avez fait. Bon, c'est un enfant qui avait des problèmes, comme vous avez dû le constater. Vous nous ramenez, les impressions que vous me demandez, elles ne sont que bonnes. Bon, dans la mesure où vous nous avez beaucoup allégé la tâche, déjà que c'était un problème pour la famille, dès qu'il revient, comme vous nous avez confirmé que vous l'avez soigné, nous espérons que tout ira bien. Je vais essayer de m'adapter pour revenir dans une meilleure santé. Peut-être expliquer à ton oncle, parce qu'il ne comprenait pas que tu aies des attitudes de casse. Et puis essayer de ne plus casser les affaires, et puis de m'adapter aussi en famille. Deux mois après son retour en famille, l'équipe médicale lui rend visite. Zachary Noah semble épanoui et totalement intégré dans les activités agricoles du village.
On vend le cacao. Ah, ça va un peu. Mais ça, je Il y le en a sens. plus beaucoup. Hein? Tu as vendu? C'est pas moi qui vends. Ben, tu as participé. Oui. Je suis content. C'est qu'il faut que les familles soient patientes quand ils reviennent, parce que c'est pas évident. Surtout que l'ambiance est différente. L'ambiance familiale, on te demande aussi de participer à beaucoup de choses. Donc il y a une ambiance qui est particulière. Quand on sort de là où on vient, de Jameau, on a plus tendance à avoir une personnalité individuelle. Alors qu'en famille, on a besoin d'être en groupe et donc il faut s'insérer. La guérison, c'est selon son état psychique et l'entourage qu'il y a autour de soi. Voilà. S'il y a des gens qui croient en toi et qui te laissent la liberté de t'insérer tranquillement et facilement, bon, ça va plus facilement. Donc c'est possible de se réinsérer. C'est même plus que possible. La deuxième visite chez Noah intervient 6 mois après son retour en famille. 6 longs et durs mois au cours desquels il ne ménage aucun effort pour s'adapter dans sa nouvelle vie. Oui, je viens ici à quelle heure? Je sais pas, à 6h30. Et c'est ce qui me permet de rester un peu ici. Avant, je ne faisais rien, je faisais autre chose. Et là, on essaye d'ouvrir un peu le ciel à la production. Ça va être un peu plus difficile puisqu'il faut attendre que ça soit fait. Le reste, c'est que bon, j'attends pour vivre. Les moments de distraction? Le moment de distraction, c'est ne rien faire et attendre à la maison. Sinon, je ne suis pas très en forme pour faire du football ou du basket ou autre chose. Je n'ai pas d'équipement pour. Je suis un très grand consommateur de toutes choses, vu qu'à la campagne, on est très habitué à vouloir bon vivre. Mais... La cigarette, vous fumez un peu? Moi, je fume la cigarette, mais pas constamment. J'aime pas ça. Si je fume, c'est que c'est par nervosité. Est-ce que tu as gagné, Noah, à être revenu en famille? Il y a un gain, forcément. Est-ce que tu peux me l'expliquer dans ton cas particulier? Mais le gain, c'est la manière de confronter déjà les choses qui se passent. C'est-à-dire que l'ambiance, c'est quand tu te retrouves personnellement à confronter ce qui se passe devant toi. Donc tu as déjà un gain personnel dans l'ambiance où tu te retrouves. Tu confrontes. C'est comme un boxeur sur un ring. S'il décide de perdre au forfait, c'est-à-dire on le sort du ring. Mais s'il décide d'aller au maximum de son round et de ses rounds, donc il décide quand même de continuer jusqu'au moment où lui il va décider de tomber. Donc ça devient un match. Donc c'est lui qui gagne en capacité physique et peut-être psychique. C'est ça un peu qui est... Je ne peux pas dire que j'ai gagné, puisque je vis encore. Mais je peux dire qu'il faut encore beaucoup de moments pour que j'accepte comment je peux faire. Est-ce que tu as été ces derniers temps tenté un peu de fumer un peu juste? Quoi, l'herbe? Oui, l'herbe. C'est ça qui est très important. On fume l'herbe chez nous, forcément, puisque nous ne sommes pas les gens qui sont, comment on appelle ça, qui sont tout le temps suspectés ou regardés comme en ville. Mais on s'en fout de la consommation naturelle. Depuis 6 mois. Je ne savais pas que ça faisait aussi longtemps, mais c'est pas encore facile. Il faut encore que je m'adapte bien. Parce que pour m'organiser dans la famille, il faut beaucoup de... que je m'y adapte, puisqu'on s'était séparés très longtemps. Ça fait déjà très longtemps. Et on a besoin, c'est pas un besoin de s'adapter, c'est un besoin de se redécouvrir. Parce qu'on ne se redécouvre pas comme ça facilement. Donc, ma famille vit assez bien parce qu'elle est dans cette localité depuis longtemps. Mais moi, je viens d'arriver, donc je ne suis pas encore vraiment bien installé dans ce village, comme avec tout son confort qui y est. Et
Pour l'instant, j'apprends encore à mieux m'insérer avec eux, m'adapter avec eux, c'est tout. Je peux même un peu les agresser en disant qu'il y a encore un manque d'amour énorme. Et puis, si j'avais même les moyens de dire que je peux faire venir une fille qui vit avec moi dans la famille, ce serait encore peut-être très difficile à projeter. Donc, il y a encore des petits conflits, des petites engueulades, parce qu'on a besoin de se découvrir, comme je disais tout à l'heure. C'est ça qui est pas évident à comprendre. Avec l'oncle, ça se passe positivement, malgré les difficultés? Mais on peut dire que j'ai aucun problème avec lui. Et le seul problème, c'est qu'il peut, comme je peux dire, on a quelque chose en commun dans la famille, c'est-à-dire qu'il va peut-être me nourrir pas jusqu'à 50 ans. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Tu penses à ton avis? Voilà. Et dans ça, je me demande si c'est moi qui va le nourrir après ou c'est lui qui va continuer à me nourrir comme si à son âge il nourrissait déjà un grand-père. C'est pas évident. Donc si lui vieillit, comment je vais le nourrir? Dans le cas de Noah, ça a été très difficile de le réinsérer dans la famille qui était à Yaoundé. Nous avons dû avoir une démarche vers cette famille, ici, à Monatélé, où il y a 6 mois, nous le visitons et nous constatons que ça évolue certes positivement, mais il reste encore des fragilités. La première fragilité, c'est que pour ce genre d'exercice, il aurait fallu mettre des moyens pour préparer son retour, aussi bien matériellement que psychologiquement, avec un travail régulier avec la famille qui, sans garder des stigmates sur l'ancien malade, l'intègre de plus en plus comme quelqu'un qui avait été éjecté du milieu et qui est accepté à nouveau. La deuxième difficulté, c'est que Noah gagnerait, si on avait des moyens, à être suivi plus régulièrement pour continuer à se conforter pour une adaptation à son nouveau cadre de vie. Et il doit faire un effort particulier pour accepter la nouvelle vie qui est la vie agricole, la vie en milieu rural, le vin de palme. Quand bien même les autres boiraient, quand lui il essaye de boire, on pense toujours qu'il va rechuter. Et vous avez bien perçu ce qu'il nous explique, son envie d'être là, son effort pour être là et la difficulté d'être accepté comme étant déjà bien, parce qu'on continue à chercher le reste de la maladie résiduelle. Dans cette vie de errance, comme il le disait, ils connaissent des moments d'angoisse particuliers, mais dans cette vie de errance, il y a aussi une toxicomanie. La toxicomanie au chanvre, il l'a connue, elle semble moins importante ici que la toxicomanie au tabac. Mais Noah est un fumeur de tabac. Et la dépendance à la nicotine est plus puissante que la dépendance à l'héroïne. Donc, il est plus difficile pour un fumeur de tabac de s'arrêter qu'un alcoolique ou un fumeur de chanvre. Et ça paraît simple, mais il nous l'explique très bien. Il peut se passer de beaucoup de choses, mais la cigarette, il en a vraiment besoin. Mais il faut dire que si le tabac est nuisible sur la santé physique, il perturbe moins le comportement que l'alcool et le chanvre. Et nous avons tendance à voir la perturbation du comportement et non l'atteinte physique qu'entraîne le tabagisme. C'est vous qui me disiez, il a maigri un peu. Ça pourrait être parce qu'il s'alimente mal, mais ça pourrait être cette consommation du tabac qui a un impact et il faut attirer l'attention du public sur cette nuisance qui est sourde mais continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif chez Noah? D'abord qu'il a retrouvé un milieu familial d'accueil. Deuxièmement, qu'il s'est inséré dans les activités quotidiennes du village, notamment les différentes campagnes agricoles, tomates, gombo, cacao. Et troisièmement, il a une volonté forte de s'organiser pour son futur, en se créant son champ à lui, en créant une famille et en voyant comment lui aussi, nourrissant cet oncle qu'il a nourri hier, je crois, il définit sa place qu'il avait perdue au sein de la famille. Ça paraît encore fragile. C'est un très bel exemple qui montre à la fois l'exercice d'insertion de la personne, mais l'imperfection, tant il est vrai, on ne pourra jamais insérer de manière standardisée tout le monde. Il faudra toujours tenir compte des particularités de la famille.
des particularités de l'environnement. Ici, on est dans un environnement rural et des particularités du malade qui parfois a un passé. Il a été dans l'audiovisuel, il doit se reconvertir dans l'agriculture. Tout ceci étant pris en compte montre les difficultés, mais chez notre malade, on sent la volonté de se battre et son image du boxeur sur le ring me permet de comprendre qu'il a cicatrisé de sa fragilité et qu'il a compris que la vie était donc ce combat où il ne fallait pas baisser les bras. Ngassa, c'est ce malade qui porte 1000 imperméables. Il est costaud dans la ville de Yaoundé. Il fait peur à tout le monde qui passe à côté de lui. Il est généralement installé autour de la DGSN. Mais à l'occasion de ce projet pilote, nous ne pouvons pas le laisser. Nous le prenons avec quelques difficultés physiques et quand il arrive à l'hôpital, nous constatons très rapidement que c'est un sujet qui a eu une histoire affective assez pathétique, qui s'est retrouvé malade, mais qui a qui a malheureusement souffert d'une interprétation péjorative de sa maladie. De quoi s'agit-il? Ngassa, c'est un jeune garçon qui a joué au football dans Panthère de Banganté, pour ceux qui ont vu cette époque, mais qui vit dans une famille de 8 où chacun se débrouille. Il vend sur une caisse au bord de la route, il joue de moins en moins, probablement s'ennuie et à ce moment perd son père. La mort du père de Ngassa semble être un virage dans sa vie. D'ailleurs, 2 mois après, nous avons l'impression qu'il est mal et s'installe un trouble du comportement. A-t-il fumé? Oui, de temps en temps, des cigarettes, mais aussi du chanvre. Mais c'est un peu ça. On voit que le chanvre tourne un peu autour de ces malades. Comme si le chanvre déclenche la maladie, ou alors comme si, déjà malade, il leur reste le chanvre à fumer pour se soutenir. Ngassa s'installe dans cette maladie mentale, avec des troubles majeurs, et sa famille décide qu'il a pris un produit pour devenir riche, pour devenir grand, et en font un paria. Au lieu d'une démarche thérapeutique, avec des échecs, comme ils ont commencé à faire à Jamo, à l'hôpital, dans le service de psychiatrie. Quelques échecs ont découragé la famille. On a interprété qu'il avait pris une substance parce qu'il voulait être riche et on l'a abandonné, presque exclu. Ngassa va avoir à nous présenter des difficultés majeures à rencontrer un seul de ses frères ou de ses sœurs. Vous allez dedans. En 5 mois, l'équipe médicale de Jamo va réussir non seulement à soigner Ngassa, mais aussi à l'aider à renouer le contact avec sa mère. Et aujourd'hui, elle est là pour le ramener à la maison. Il y a eu un travail avec cette maman et les équipes pendant longtemps. Et il y a eu cette sensibilisation. Les premiers contacts entre la mère et le fils étaient très très électriques. Il s'est retrouvé dans la rue, comme ils sont nombreux, à être partis de la maison sur un conflit familial et dans une démission totale, à s'être transformé en malade mentaux errant. Je crois qu'il y a cette dimension de réhabilitation familiale qui est très importante. Je reviendrai toujours comme on fait au Dakar. Le plus important, c'est de quitter la rue. Même si tu es encore malade, on continue à te soigner. Ouais. Tu comprends? Ici, en famille, au quartier rue Mangui à Yaoundé, Henri Ngassa semble avoir retrouvé ses marques. 7 mois après son retour à la maison, il s'intègre petit à petit au sein d'une famille qu'il redécouvre. Avec la famille, je crois que ça va pour l'instant. Alors, ce qu'il y a, c'est que les journées libres ou qui se dessinent, ils ont parfois le temps de venir me visiter. Comme moi-même, je les rends aussi visite là où. À leur domicile. À leur domicile. Oui, c'est ça. J'aide la maman à faire le ménage. Oui. À part ça. D'accord. Comment tu te sens dans ta santé? Est-ce que tu sens que les médicaments continuent à t'aider? Ces médicaments m'ont aidé jusqu'à ce que je ne manque pas d'y aller chercher quand il le faut. Avant, tu étais dans la rue. Ça a même duré longtemps. Oui. Aujourd'hui, tu es en famille. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette période et comment tu peux voir un peu ta vie dans les prochains jours, l'avenir? Il y a eu un grand changement. Parce que quand j'étais dans la vie, j'étais moins autour, je manquais trop à la famille. Je manquais trop autour de la famille. C'est pourquoi.
docteur, je ne peux que vous expliquer que c'était à cause de la famille que je me retrouvais souvent dehors. C'est-à-dire dehors. Oui. C'est-à-dire c'est comme si le contact entre la famille ne voulait se casser. Oui. Je voulais se casser. Maintenant, je trouve ça un peu arrangé. Je m'adapte bien. Le problème est que je ne suis pas encore... je ne sais encore quoi faire pour l'instant. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Je ne dois pas toujours rester bras ballants. Même en aidant la maman, je l'aide. Je pourrais faire le genre de travaux que je faisais auparavant. C'est-à-dire quoi? J'étais gérant au dépôt de vin de boisson. Comment faire et qu'on pendant ce monter photo pour le Nous avions des inquiétudes par rapport à la capacité de la mère toute seule à garder son fils, mais nous sommes en train de réaliser après 6 mois et bientôt le 7e mois que c'est une bonne insertion familiale. Sur le plan affectif, il est entouré, il fréquente toute sa famille. Cette famille le fréquente, la mère est toujours à côté et la particularité chez M. Ngassa, c'est qu'il ne manque pas une occasion de consulter à l'hôpital pour s'assurer que nous évaluions et que nous lui donnions son traitement. Et j'ai essayé de voir par rapport à l'occupation, c'est vrai, il n'a pas eu un projet d'activité pour son insertion, mais il s'occupe auprès de sa mère et sa journée semble être assez meublé pour qu'il ne sombre pas dans l'ennui. Cet ennui, ce manque d'activité est souvent l'un des risques qui peut ramener le malade à rechuter dans la maladie. Dans le cas de Pipo, c'est tragique parce que nous voyons au bord de la cathédrale un garçon qui est amputé d'une jambe, qui est physiquement négligé comme tous les autres malades mentaux errants, mais qui a moins de problèmes psychologiques que des problèmes sociaux. Pipo est donc un cas social. Il s'agit d'un enfant qui, à un moment, a été en échec scolaire. Sa mère, qui était gardienne de prison, est décédée. Il a une tante unique qui est en mariage et qui n'a pas eu d'enfant. Pipo, sa mère a laissé des biens, des maisons, tout revient à son grand-père et Pipo ne se retrouve pas dans cette famille. À vrai dire, des comportements d'échec scolaire, des comportements qui ont même parfois entraîné avec la prise de drogue des renvois, font de Pipo un enfant instable à l'école, un enfant peut-être très choyé par cette mère qui ne l'avait que comme fils unique et par cette tante qui n'a pas eu d'enfant dans son mariage, mais en conflit avec ce grand-père qui, dans la tradition Betty, veut reprendre les biens que sa fille a laissés. Et l'amputation? L'amputation se passe dans ce contexte. Pipo erre d'une ville à l'autre, est instable à la maison. En fait, il est avec son oncle, mais fait un voyage pour aller retrouver sa tante, qui est en mariage à ça. Et entre ces étapes, fait un accident de circulation. On le retrouve par hasard, abandonné par celui qui l'a cogné, celui qui l'a accidenté. La lésion qui aurait pu être récupérée si Pipo était traité dans de bonnes conditions, est traité à l'hôpital, mais dans des conditions où sans médicaments, et parfois étant arrivé un peu tard quand l'infection s'est installée, socialement isolé, pose le problème au thérapeute qui, pour le plus facile, choisit de l'amputer. Le deuxième traumatisme devient donc celui d'un handicap physique, doublé à ce handicap social. Il se retrouve dans la cathédrale, à errer, passant d'un endroit à l'autre, refusant de retrouver sa tante, refusant de rentrer chez ce grand-père avec qui
il semble avoir des conflits, notamment autour du fait matériel, c'est-à-dire ce que a laissé sa mère. Et Pipo s'installe aussi dans cette divagation en souffrant. Mais de quelle souffrance d'être abandonné, mais quel abandon par rapport au deuil de sa mère qu'il n'a pas pu faire, au deuil de sa jambe amputée qu'il est en train de faire et au deuil des biens que sa mère lui a laissés auxquels il n'accède pas. Aujourd'hui, après 7 mois de soins, de doute et d'espoir, Fouda Essono Francis dit Pipo s'apprête à rentrer en famille. Comment tu vois ce retour? Comment ça va se passer? C'est vrai, nous allons continuer à venir te voir pour t'aider, mais est-ce que tu es en confiance? Est-ce que tu as des inquiétudes? Est-ce que tu es rassuré? Qu'est-ce que... J'ai des inquiétudes. Parle fort. J'ai des inquiétudes. C'est-à-dire? Je ne sais pas comment elle va m'accueillir. Il n'a pas envie de rentrer là? Le nom de Pipo est catégorique et sans appel. Il ne reste plus à l'équipe médicale que d'aller à la recherche de sa tante à Ebebda, à près de 80 km de Yaoundé, la capitale. Nous l'avons cherché, nous l'avons beaucoup cherché. Et nous avons même eu peur. À la limite, même on a pensé. Mais comme ce que vous êtes en train de nous révéler là, nous sommes prêts à l'accueillir, nous l'attendons, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes. Cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne. Pipo va enfin rentrer en famille, chez sa tante Assa, à environ 90 km de la capitale. Mais en attendant, Pipo n'oublie pas son expérience asilaire à Jamo. Ça m'a beaucoup apporté, par exemple, vivre avec des gens qui ne réfléchissent pas, je ne savais pas. Que eux, ils réfléchissaient normalement comme nous tous. Ils font les mêmes choses, j'ai beaucoup appris. Par exemple, ils ne sont pas chiches. Ils sont méchants envers vous quand vous les provoquez. Non, il ne faut jamais oublier de prendre ton traitement. Oui. Parce que tu sais que c'est très important. Quand tu arrives à la maison, chaque matin, tu prends 2 comprimés. Mais il faut prendre tous les comprimés après d'avoir mangé. Qu'ils puissent se sentir occupés de moi. Parce que le Père a dit c'est merci et que Dieu la garde. Qu'il continue de s'occuper des autres comme il s'est occupé de moi. Je vous remercie grandement pour vos efforts et je vous promets de ne plus me retrouver dans la rue. Je suis soulagée de le voir et de le voir avec moi. Je préfère ne pas beaucoup parler. Je vais observer. Comme nous serons en contact permanent, on pourra... Mais comment vous le trouvez? Non, je le trouve bien. Je le trouve bien. Il est propre, il est gros, je le trouve bien. Mais sinon que c'est un peu difficile pour moi parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est un peu difficile. Aveu d'incapacité ou démission. Toujours est-il que, un mois seulement après son retour en famille,
Pipo est revenu à la case départ, à l'hôtel Le Courant d'Air, ici devant la cathédrale de Yaoundé. On a fait presque un mois ensemble. Et après? Après, je suis parti de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle disait que je l'encombre. Comment ça? Elle disait qu'elle n'a pas d'argent pour s'occuper de moi, que je suis un sac à problème. L'argent qu'elle a, ce n'est pas pour s'occuper des handicapés. Ça m'a donc touché, je suis parti. Et tu as un message à envoyer à ta tante? Moi, elle ne peut plus aller là-bas. Et c'est ton grand-père? Il dit qu'il n'a pas la place. La maison a 3 chambres, il a sa chambre avec sa femme, la chambre avec les autres enfants. Il y a un petit qui va nous donner la nourriture ici. Il m'a dit que quand il va finir ses constructions, il confie en cimère. Il est même passé ici le matin, il m'a dit que ça ne va plus mettre long. Il a dit que ça ne va plus mettre long. Oui, il va enlever d'ici. C'est bien ça la difficulté de ce travail de prise en charge de malades mentaux errants. On se rend compte qu'il ne suffit pas seulement de traiter le malade, de soigner le malade, et qu'il y a une autre prise en charge familiale qui est très importante. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que malgré la bonne volonté de la tante, elle a certainement d'autres problèmes qui font qu'elle se sent débordée et finalement arrive à dire à son fils qu'elle ne peut pas le garder. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Il y a eu un conflit. Il y a eu des blessures sur le plan de l'amour propre, Pipo a décidé de partir. Et hier, le grand-père qui était mauvais apparaît aujourd'hui comme celui qui risque d'être le lieu d'accueil. Quand Pipo va vers lui, celui-ci lui renvoie qu'il n'y a plus de place à la maison. On se rend compte dans ce cas que malgré l'amélioration du traitement mental, sur le plan social, Pipo est très malade. Il est malade d'un lieu de chute, il est malade d'une famille qui n'en veut plus et il est malade d'une maison que sa mère a construite mais qu'il ne peut plus occuper. Alors, quels sont les risques? Et les risques ici, c'est d'abord la chronicisation dans le milieu de la rue. Le risque, c'est cet enfant qui, vous vous rendez compte, est très déprimé. Il est triste quand il évoque ses problèmes. Il est même blessé dans son orgueil, mais handicapé physiquement, est obligé de supporter ça. Il est exposé aux intempéries. Il est exposé à toute la violence de la nuit. Il est exposé à tout. Il est dans la rue. Pas seulement parce qu'il a voulu y être, mais finalement il est dans la rue parce qu'il ne trouve pas dans la société un endroit où l'accueillir. Il reste une bonne volonté qui passera par là, ou pour le prendre avec lui, ou alors il reste que la création d'un centre qui tiendra encore compte sur le plan social de ce genre de personnes. Ce n'est pas des lieux de vie, certes, mais c'est des interfaces entre l'individu et la société, le préparant à une autonomie meilleure, à un apprentissage dans le métier et peut-être à une capacité à vivre seul dans un appartement, dans une maison, sans être toujours au bord de la route. Il faut aussi dire ici que le problème de Pipo nous interpelle quant à la législation en santé mentale. Qu'est-ce qu'il y a comme juridiction qui obligerait la famille à s'occuper de son parent? Qu'est-ce qu'il y a comme juridiction qui obligerait la société à s'occuper d'un de ses membres lorsque il est ainsi marginalisé? Et qu'est-ce qu'il est de la législation en matière des personnes qui se retrouvent dans des environnements publics comme ça, qui réorganisent leur vie dans le lieu public? Il vous a dit par rapport aux exigences de toilette, d'hygiène, d'alimentation. Tout ça, ça fait partie des réflexions que nous devons mener pour prévenir ce genre de situation. Le cas des Pipo n'est pas une expérience isolée. Plus d'une vingtaine de malades mentaux du projet pilote attendent toujours le signal de leurs proches pour rentrer en famille. L'échec à la réhabilitation psychosociale de ces malades mentaux mérite des explications. Nous nous rendons compte que certains de ces malades ont eu des conflits familiaux pour plusieurs raisons qui font que la famille a fait le deuil de la personne. Ça se passe comme si dans la famille, la personne n'existe plus. À vrai dire, lorsque nous commençons à traiter la personne et qu'elle va mieux, nous posons un problème supplémentaire à cette famille qui n'avait plus de place pour ce malade. Il y a plusieurs d'entre eux ici qui sont totalement stables, mais il existe comme une peur pour la famille de voir cette personne revenir. Mais il existe aussi comme un refus de charge de la famille de voir la personne revenir. Mais il existe aussi comme
un réveil d'un conflit antérieur lorsqu'on le voit arriver, comme si, en revenant, il allait rétablir l'ancien conflit. Et il y a même un manque de croyance ou de crédibilité par rapport au traitement fait, parce qu'il ne pense pas, étant convaincu que la maladie est métaphysique, il ne pense pas que le malade, quoique amélioré, ait pu être traité seulement à l'hôpital. Tout ce mélange nous oblige à travailler maintenant avec la famille, beaucoup plus qu'avec le malade, afin d'atténuer cette angoisse de la famille, à voir venir le malade et faciliter ce retour. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en phase d'échec à la réhabilitation psychosociale. Pourquoi? Parce que chacun de ces malades, comme je l'ai dit, a son problème psychiatrique, mais il a aussi un problème social particulier. Alors quel message? Un message d'abord, il faut d'abord se regarder soi-même. Un message d'une approche multidisciplinaire. Nous sommes en train d'y travailler, pas seulement médicale, sociale, parce que retrouver une famille et travailler avec la famille relève de certaines connaissances et de certaines compétences. Un message de courage, d'encouragement pour ceux qui ont décidé de faire ce travail qui est dur et difficile, qui appelle beaucoup d'échecs, mais un message pour les familles de réassurance, les invitant à croire que ce malade qui hier était stigmaté comme étant porteur de sorcellerie, comme ayant une maladie mystérieuse, comme ayant été envoûté, possédé ou ayant pris un produit magique pour faire ceci ou cela. Ce malade qui hier était perçu comme porteur d'une sorcellerie qui risque d'agir sur les autres dans la famille, ce malade qui a été exclu du milieu familial par tous ces problèmes a parfois tout simplement été déprimé, parfois a tout simplement eu un échec dans la société qui a déclenché des troubles du comportement et peut être traité et revenir en famille et y vivre comme tous les autres. Tu me filmes pour me rendre malade. Notre objectif à travers ce reportage était de restituer avec des mots et des images peut-être dures mais vraies le calvaire jamais raconté que vivent les malades mentaux dans notre pays. À présent que nous avons déchiré le voile du silence et de l'hypocrisie, alors que commence enfin la réflexion. Bonsoir.